Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours ce fameux vendredi 23 septembre 2022 parce que pour certains il est fameux. Pour- voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que sur ces 365 jours, chacun de ces 365 jours, certains êtres humains peuvent dire ce fameux 23 septembre 2022. Voilà. Et c'est la beauté de notre humanité. Alors, donc je continue ma lecture euh, commentée ou ma lecture digressée de cet ouvrage, l'Utopie. Euh, Ce sont des extraits de textes relatifs à l'utopie et donc choisi par Frédéric Rouvillois dans la série Corpus de chez Flammarion. Et alors, tout à l'heure, j'ai lu l'introduction sur l'abbé de Saint-Pierre. Là, je vais lire l'extrait de son, de son travail. Alors, je pense que c'est dans le projet pour perfectionner le gouvernement des États, ouvrage de politique. Je suppose que c'est un extrait qui vient de là, mais c'est long quand même. Hein. Bon, bref. Voilà, alors, euh, cette lecture et cette digression sont en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net, site à l'intérieur duquel j'essaie de développer l'idée que l'humanité est en route vers l'âge d'or. Finalement, et cet âge d'or, je le dis d'une autre manière, je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, selon moi, c'est un état relatif à l'extase. L'extase facile, je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'extase dans cette arrivée dans l'ultime perfection. Il y a la paix universelle, un fonctionnement parfait, enfin, voilà, une humanité qui a atteint son plus haut degré d'évolution technique, sociale, fraternelle, universelle, etc., etc. Voilà. Donc, je commence ma lecture et je digresse éventuellement. Alors, cette méthode amènera l'âge d'or. Les poètes ont feint l'âge d'or du temps de Saturne et de Ré. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé des siècles où les hommes vivant dans la justice, dans l'innocence, dans la concorde et dans l'abondance étaient parfaitement heureux. Mais ils ont feint follement que cet âge a été le premier. Ils ont feint que l'âge d'argent a succédé à l'âge d'or, c'est-à-dire que dans le second âge du monde, les hommes vivaient avec moins de justice, moins de concorde, moins d'abondance et étaient par conséquent beaucoup moins heureux. Alors, on pourrait aussi le prendre comme ça. Si, par exemple, nous sommes issus d'un paradis, comme les religions monothéistes en parlent. Ce paradis, si on regarde cela avec la nouvelle conscience humaine, qui fait de nous une espèce qui décline d'un milieu naturel, lorsque nous étions des primates naturels, eh bien oui, on peut le voir sous certains aspects, lorsqu'on était des primates naturels, donc vivant dans les arbres, ou je ne sais où, d'où nous sommes partis exactement, peut-être de la savane, voilà, peu importe. On était un groupe qui était apparenté
aux autres primates. Et effectivement, dans cet état-là, nous ne connaissions pas le mal, par exemple, parce que nous ne nous comportions pas forcément bien, comme les autres primates, qui s'affirment aux dépens de leurs congénères, qui se bagarrent, qui abusent les uns des autres, etc., qui peuvent être violents, qui peuvent... Donc, voilà. Ils n'étaient pas dans un état de perfection sociale, de perfection technique ou quoi que ce soit, mais ils étaient dans un état de présent absolu. Et dans cet état de présent absolu, eh bien, c'est l'état d'extase. Sauf que nos cousins primates ne pouvaient pas être en extase. Ils vivaient dans cet état de présent. Alors absolu peut-être pas, parce qu'ils ont des intentions, ils pensent, on ne sait pas, on ne connaît pas le mécanisme encore clair de leur pensée. On le connaîtra un jour ou l'autre, on saura exactement comment nos cousins singes pensent, comment, voilà, est-ce qu'ils interprètent les choses, est-ce qu'ils se projettent, tout à l'heure nous devons aller là-bas, demain on fait ça, etc. Ben, peut-être, qui sait, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont un rapport à l'immédiat beaucoup plus intense que nous, que l'espèce humaine. Mais leurs pulsions, les dangers auxquels ils doivent faire face, les affres du climat, etc., le fait d'être obligés de chercher leur pitance chaque jour, de s'organiser comme ça, etc., fait qu'ils ne peuvent pas profiter pleinement de cet état d'immédiat pour être en état de contemplation, d'extase, en somme. Donc, ils sont dans une sorte de paradis. On pourrait l'imaginer comme cela. Mais l'humanité devait se détacher de ce système de lois de la nature, de valeurs de la nature, pour passer sur les valeurs culturelles, les valeurs de la culture. Faire toute l'évolution que l'humanité a fait depuis sa distinction avec les autres primates, faire toute l'évolution que nous avons fait ensemble, là, avec notre humanité, depuis qu'elle s'est séparée, elle n'a pas cessé d'évoluer pendant des millions je pense même carrément des millions d'années. D'abord, il a fallu évoluer physiquement, il a fallu acquérir la position debout, acquérir la dextérité, acquérir un langage, une mémoire, etc. Puis la maîtrise des outils, la maîtrise, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de notre évolution. Et puis après, on rentre dans la culture, on commence à être organisé, au lieu d'être organisé en troupes, en petites troupes comme nos cousins singes, on commence à se réunir, à réunir plusieurs troupes dans le même lieu, ça devient des tribus. Voilà, puis après plusieurs tribus se sont réunies, ça devient des cités. Les cités se sont réunies pour devenir des pays. Les pays ont évolué en nations, etc. Ou dans lesquelles les différentes ethnies pouvaient cohabiter, avec les différentes communautés religieuses, spirituelles, etc., peuvent cohabiter dans une même nation. Voilà, c'est un degré plus haut que le pays, en somme, la nation. Et là, nous allons vers le concert des nations. Nous avons commencé à fédérer des nations. L'Europe, c'est ça. On retrouve ça en Afrique, l'OUA, même si ce n'est pas encore développé, ni en Europe, ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Asie, l'ASEAN. En Amérique, c'est le Mercosur, je ne sais plus exactement. Mais bon, voilà, il y a l'intention d'évoluer à ce degré-là. Peut-être on va shunter cette évolution vers le continental pour passer dans une finalité binaire. La dernière étape de notre évolution serait
voilà, ceux qui sont du côté de l'Occident, ceux qui sont du côté des pays émergents. C'est un peu ça qui est en train de se dessiner. Une sorte d'antagonisme entre les deux derniers prétendants et dominants et prétendants de l'histoire de l'humanité, avant d'arriver à l'unité dont nous avons déjà construit toutes les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC et tutti quanti. On a déjà toutes les structures. Donc on est sur la voie de fonctionner universellement et donc d'accéder à la paix et à l'universalité, à l'universalité. Voilà. Donc, je continue ma lecture. Ils ont faim que l'âge d'argent a succédé à l'âge d'or, c'est-à-dire que dans le second âge du monde, les hommes vivaient avec moins de justice, moins de concorde, moins d'abondance et étaient par conséquent beaucoup moins heureux. Ils ont dit de même que l'âge des reines, beaucoup moins heureux, avait succédé à l'âge d'argent. Donc ça serait une sorte de dégradation. Voilà, si on part évidemment de l'époque où nous étions des primates naturels et où nous vivions sans le mal, sans la cruauté, sans tout ce que l'humanité a développé dans cette chrysalide qui est très difficile, la transformation d'un primate naturel en humain totalement abouti nécessite une chrysalide extrêmement violente. C'est très dur, il faut comprimer nos pulsions. Progressivement, l'homme doit domestiquer son animalité, en somme. Et donc, dans cette chrysalide, il y a des pathologies qui se sont créées, engendrées, et y compris la capacité à la cruauté, à commettre le mal absolu, à se comporter comme nos cousins singes, comme nous ne nous comportions pas quand nous étions des singes, quand nous étions des primates naturels. Voilà. Donc, mais c'est une conséquence de notre évolution. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est tout. Et progressivement, on élimine ces pathologies et on finira par les vaincre. Il faudra peut-être encore 100, 200, 300 ans, peu importe. L'humanité parviendra à cela. On y travaille chaque jour. Alors, à l'égard du dernier âge où ces poètes ont vécu, ils ont appelé l'âge de fer, c'est-à-dire le temps où régnait l'injustice, la discorde, la violence et la pauvreté. Voilà jusqu'où ont été les lumières et les fictions des anciens poètes. Et on pourrait penser que nous sommes arrivés dans cet âge-là. Parce que malgré toute notre évolution, bien sûr, nous sommes plus doux, plus conscients, qu'au XIXe siècle, ou qu'au XVIIIe siècle, ou qu'au XVIIe siècle, etc. Mais, par certains côtés, nous allons vers... Nous sommes... Et depuis, avec une accélération depuis le néolibéralisme, nous sommes dans un moment critique, un moment de violence quand même, où on fait tomber la morale, l'éthique. Le système est en train de maltraiter les fondements de l'humanité sur plein de niveaux. Et donc, on pourrait se croire dans cet âge de fer le pire pour pouvoir repartir ensuite, arriver ensuite dans l'âge d'or. Voilà. Alors, on pourrait s'imaginer comme ça. Pourquoi pas, d'ailleurs? Je continue. Mais l'histoire, la philosophie et l'expérience nous apprennent tout le contraire. Elles nous apprennent que les hommes ont commencé réellement par ignorer les arts et paraître par conséquent dans la pauvreté et dans la disette. Oui, c'est vrai. L'ignorance de l'art, ça donne
L'art, c'est quelque chose, la philosophie, l'art, la pensée, la spiritualité, ça donne une dimension à notre humanité extraordinaire. Ils trouvaient à la vérité plus de liberté, moins de contradictions dans les habitations séparées pour vivre dans leur famille, chacun à sa fantaisie. Ils cherchèrent ensuite, dans la société de plusieurs familles et dans un même village, plus de sûreté contre les violences des voleurs et des ennemis. Ils y cherchèrent plus de commodité et de secours pour la vie dans le commerce qui se fait par échange. La crainte d'être tués ou pillés par les villages voisins et le désir d'être encore mieux leur inspira de convenir entre eux de certaines conditions de société qui leur apportèrent divers grands avantages. Ils convinrent d'établir une société entre plusieurs villages, de former quelques lois et de choisir un certain nombre d'hommes propres et de faire observer les lois et d'en former de nouvelles à mesure que l'on s'apercevait qu'il leur en manquait pour augmenter le bonheur de leur petite société. C'est exactement ce que j'écris sur la mécanique universelle. Je suis stupéfait de me rendre compte à chaque fois que j'ouvre un ouvrage que ça a été pensé il y a déjà longtemps. Comment se fait-il que l'humanité ait oublié cet homme-là, l'abbé de Saint-Pierre? Comment se fait-il qu'on puisse avoir oublié cette chose? Bon, je l'explique dans une des vidéos précédentes. L'humanité devait, à la sortie de la guerre 39-45, elle ne pouvait pas faire autrement que de mettre à distance le progrès, l'idée de progrès. Mais c'est ce dont parle l'abbé de Saint-Pierre déjà en 1700 et quelques. Comme souvent, les plus forts, les plus impatients ne voulaient pas s'assujettir ni aux lois ni aux juges. Ils usaient de violence et alors discorde, haine, combat, meurtre, pillage, représailles et désolation entre citoyens d'une petite société composée de quelques villages, puis entre petites sociétés voisines composées de villages, de bourgades et de villes. Tel a été le premier âge des peuples les plus civilisés d'Europe et d'Asie. Tel est encore le premier âge de quelques Tartares d'Asie et des sauvages d'Afrique et d'Amérique. Vrai âge de fer, parce que l'art de la société n'y est encore que de la première enfance. Alors, il y avait une vision totalement erronée qu'on ne peut plus reprendre maintenant. Il faut resituer le truc à son époque. Ça, voilà, les pays les plus civilisés d'Europe et d'Asie, on est tous autant civilisés d'Afrique, d'Amérique, de partout. Il n'y a pas de distinction dans la civilisation. On a tous atteint à peu près le même niveau. Après, c'est des questions techniques, technologiques, des choses comme ça, mais on ne pourrait plus parler comme ça, heureusement. Mais voilà, il a tout compris. Les plus forts, les plus impatients, les dominants, c'est ce que j'écris, les dominants sont les plus difficiles à faire évoluer. Mais c'est naturel, ça fait partie de leur qualité et de leurs défauts. Voilà, ils ont les défauts de leur qualité. Ils sont durs, c'est des bourrins, ils avancent, ils sont forcenés, ils ne plient pas, ils ne lâchent pas prise. Une fois qu'ils ont acquis quelque chose, ils ne peuvent plus le lâcher. Et c'est un gros problème pour la société actuelle. Le néolibéralisme leur a donné tout un tas de privilèges et ils ne veulent plus les lâcher pour partager, alors que maintenant, il faut le faire. Et ben, c'est très compliqué, très difficile de faire refluer le système dominant. Voilà, bon, je continue. À cet âge de fer a succédé parmi les nations mieux policées l'âge d'airain, c'est-à-dire une police moins grossière, un plus grand nombre de bonnes lois et le commencement des arts les plus nécessaires pour éviter les incommodités des saisons et pour diminuer les besoins de la vie.
Mais la discorde sur le partage des biens a jusqu'ici toujours armé les sociétés les unes contre les autres et y a causé souvent de grands ravages. À cet âge d'airain a succédé l'âge d'argent. C'est l'âge où nous sommes en Europe. L'art de la société y est dans l'adolescence, parce que nos règlements se sont beaucoup augmentés et perfectionnés. Mais nos guerres civiles et étrangères sur le partage de différents biens tiennent encore beaucoup de l'âge d'airain, puisqu'il est évident que les biens que les hommes peuvent acquérir sur ces guerres ne valent pas la 20e partie des biens dont ils sont privés par ces mêmes guerres et par la cessation de la paix et du commerce qui leur eussent apporté 20 fois plus de biens réels que les biens qu'ils peuvent tirer des guerres. Or, c'est en cela particulièrement que la raison humaine, que l'art du gouvernement, que la police générale et de la société humaine paraissent encore dans l'enfance parmi nous. Et oui, et oui. Et lorsqu'ils disent, parce que voilà, c'était la vision qu'avait l'Occident à l'époque, et elle n'a pas tellement changé. Quand on y réfléchit, on se rend compte à quel point on est encore extrêmement primitif dans ce sens-là, l'Occident. On est quand même extrêmement primaire dans notre pensée, parce qu'on se croit encore supérieur. À cette époque-là, ils se croyaient supérieurs. Voilà, c'est l'âge où nous sommes en Europe, déjà à l'âge d'argent, quand les autres seraient à un âge plus archaïque. Mais quand on voit les deux guerres qu'on a fait à travers le progrès, grâce au progrès, 14-18, 39-45, mais c'est une catastrophe quand on voit à quel point on est en train de se détruire l'Occident complètement, d'un côté le monde occidental et de l'autre côté le monde russe, on est en train de se détruire par victime interposée, l'Ukraine, mais on peut se ravager comme dans ce film des Monty Python, là où deux guerriers se battent, un il donne un coup d'épée, il enlève le bras de l'autre, mais l'autre continue. On est des pitbulls dans cette histoire de l'humanité, l'Occident. On n'a rien de très, de vraiment supérieur. Au contraire, là, on n'a pas à se sentir supérieur au niveau psychologique du terme. On est bien loin de tout ça. Et donc, voilà, et déjà à cette époque-là, il montrait à quel point on peut tout perdre par la guerre. On croit que le pillage, c'est un avantage. Alors oui, bien sûr, on s'est enrichi grâce à ça, grâce au pillage d'abord entre nous, puis le pillage des pays vulnérables. Et là, c'est une honte, c'est pas une preuve de supériorité. C'est comme si un bourrin, un guerrier, il peut tuer un saint, il peut tuer un sage qui est en état d'extase ou de prière. C'est facile pour lui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent, ça veut dire qu'il est plus armé, qu'il a développé plus de stratégies de violence, etc. Mais ça ne fait pas de nous des êtres humains vraiment supérieurs, au contraire. Donc, je suis à 24 minutes. Je vais continuer. Le plus noble emploi de la raison pour chaque famille et par conséquent pour chaque société, c'est de discerner et de choisir toujours les partis qui, à tout peser pour le présent et pour l'avenir, sont les plus avantageux, tant pour la diminution des maux que pour l'augmentation des biens de la vie. Et c'est apparemment ce que nos pères ignorants appelaient sagesse, habileté, science du bien et du mal, connaissance sûre et évidente de tout ce qui cause les maux les plus grands et d'une plus longue durée
connaissance de tout ce qui prouve les biens les plus sensibles et les plus durables. Et donc, notre abbé de Saint-Pierre se rend compte de l'évolution de notre société occidentale de notre régression sur ce plan-là. Et cette régression, je pense qu'elle est due à notre narcissisme qui a grandi à force d'être des dominants, d'être dominateurs dans le monde. D'abord, sur nous-mêmes, le système du CERF, etc., toute notre organisation, ça a donné une impulsion de narcissisme très très fort à notre société. Et puis, dès qu'elle est partie en conquête, en Amérique, etc., et puis dans les colonies, quand elle est partie en colonisation, elle a développé un orgueil, un narcissisme complètement fulgurant, en somme. Et ça donne des êtres humains qui minimisent le spirituel, qui maximisent l'avoir, le pouvoir, les pulsions, et donc a fait de nous une humanité quand même avec une faible humanité, avec beaucoup de technologie, beaucoup de pouvoir, de puissance, de puissance de feu, de choses comme ça, mais avec une très faible spiritualité. Voilà. Et encore, on maltraite nos pères dans la spiritualité. C'est, voilà, l'Amérique, c'est l'adolescent qui maltraite son père, quoi. Son père hindouisme, son père aborigène, son père africain, son père, voilà, qui sont des sociétés bien plus vieilles, bien plus, qui ont gardé des choses spirituelles beaucoup plus profondes, etc. Eh bien, l'ado, il arrive et il dit « Oui, c'est moi qui sais exactement ce qu'il faut, tu te tais, papa, ouais, tu restes dans ton coin, c'est moi qui prends le pouvoir, je fais les choses, suis-moi. » Et il n'écoute plus son père, il n'écoute plus du tout le truc. Donc on y revient là, on va revenir au spirituel. Mais enfin, ça a été ces 2 siècles, ces 3 siècles de débordements narcissiques qui ont donné ce que nous avons connu au niveau de l'histoire. Bon, encore une fois, ce qui devait nous arriver arrive. Il n'y a pas de mystère. Donc, l'humanité ne se trompe pas. Si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais il n'empêche qu'il faut critiquer pour évoluer, pour ouvrir nos consciences voilà, ne pas admettre les choses bêtement, simplement en disant bon, c'est comme ça, l'Occident, on est génial, on est les meilleurs, et quand on écoute les médias, on a un sentiment, mais c'est que les médias sont entièrement dominés par des colonisateurs, hein, par des esprits coloniaux, quoi. C'est incroyable leur vision du reste du monde. C'est hallucinant, quoi. C'est dingue. Bon, je continue. Nous sommes donc véritablement dans un âge d'argent qui tient encore un peu d'un côté de l'âge d'airain et de l'autre un peu de l'âge d'or, car notre raison est déjà perfectionnée au point que nous cherchons et à finir les guerres et à prolonger la paix. Mais nous n'avons pas encore assez bien estimé les biens que la guerre fait perdre, les maux qu'elle cause et par conséquent tous les biens que produirait la paix perpétuelle, fondée par un arbitrage permanent entre souverains. Quelle intelligence extraordinaire cet abbé de Saint-Pierre et Miquelon. Il est vrai que nous touchons à ce degré de raison et de discernement. Les souverains commencent à trouver de la raison et du bonheur dans l'idée de l'arbitrage européen pour assurer l'exécution des traités entre souverains. Et j'espère qu'avant un siècle, avec un peu d'habitude à tâter les vrais principes de la raison
et leurs vrais intérêts, ils parviendront à terminer sans guerre tous leurs différents présents et futurs. Malheureusement, il a fait, et j'ai le même défaut, il a présumé des forces de l'humanité. Voilà, il a pensé qu'en un siècle, ça pourrait torcher cette truc. Et il écrivait ça en 1740. Donc en 1840, les guerres en Europe, elles flambaient. En 1940, elles continuaient à flamber. On avait réussi à préserver l'Europe pour la première fois pendant 70 ans. Et là, les néolibéraux, le système néolibéral, il repart, il ramène ce système voilà, en convergence avec, le système dictatorial. Voilà, ces deux systèmes, ces deux états d'esprit primitifs, voilà, les deux, le néolibéralisme comme l'autocratie russe, sont primaires quoi, dans leur esprit et donc sont partis là-dedans, dans cet état de guerre, voilà, qui est disséminé ailleurs, hein, avant, bien sûr. L'Irak, la Syrie, voilà, c'est des foyers de guerre qui sont entretenus par les esprits, par des esprits bornés et primaires, hein, tout simplement. Ils parviendront donc à terminer sans guerre tous leurs différents présents et futurs. Eh ben non, voilà. 300 ans après, nous sommes encore à ce niveau-là, pratiquement. Donc, quand je dis dans 100 ans, dans 200 ans, on aura atteint... franchement, nos descendants dans 100 ans ou dans 200 ans, ils se moqueront bien de moi. Oui, peut-être ils auront la même tolérance. J'espère que celui qui entendra ces vidéos dans 200 ans dira « Ah, bah tiens, il était optimiste, le petit gars, là. Hein, il était... bon, c'est vrai qu'on a évolué depuis, mais on n'a pas encore atteint cet état-là. Mais par contre, on sait maintenant qu'on peut aller là. On sait, il avait raison. Voilà, ça, c'est ce que j'aimerais bien entendre un jour. Oui, entendre... Bon, bref, je suis croyant, donc vous avez compris. Nous avons le secret par les lois et par la force des magistrats de faire vivre les grands seigneurs de chaque nation sans discorde. Bien sûr, il avait compris qu'on avait déjà tout, mais comme nous, aujourd'hui, nous avons tout pour vivre en paix, pour vivre universellement, toutes les structures sont là. Mais l'animalité en l'homme ne le permet pas. C'est tout. C'est l'animal en l'homme. C'est pas l'animal primaire. C'est les pathologies de notre chrysalide, de la transformation d'un animal en humain. Ces pathologies dont nous sommes tous porteurs qui font que, le progrès, on peut en faire la pire des choses. Voilà, c'était sous le couvert du progrès que les nazis ont choisi l'extermination sous cette forme. C'est sous la forme du progrès que en 14-18, ils ont utilisé les gaz, les trucs comme ça, bon, bref. Mais c'est pas le progrès en lui-même qui est désastreux, c'est les pathologies humaines qui utilisent le progrès à des fins criminelles. De chaque magistrat d'action sans discorde, etc. Il est vrai que nous n'avons pas encore assez perfectionné nos lois au point de faire distinguer clairement ce qui appartient à l'un de ce qui appartient à l'autre. Mais nous sommes dans la voie de perfectionner ces lois. Bien sûr, mon cher. Alors moi, je découvre en même temps que je lis. Hein. Je lis pas avant l'ouvrage, ce que je veux commenter, et ça me permet d'être assez,
naïf face à ce que je lis. Et c'est le but de l'ouvrage que j'ai donné pour diminuer tous les jours les sources des progrès. Incroyable. C'est quand même incroyable qu'il ait pu... Ah oui, bon, il reste plus que ça, donc je vais quand même aller au bout. Mais à vrai dire, il nous manque pour entrer dans l'âge d'or un grand désir d'être juste envers tout le monde, une grande crainte de déplaire à Dieu par des actions qui nuisent au prochain, et un grand désir de plaire à cet être souverainement bienfaisant en procurant aux hommes ou des plaisirs présents ou des plaisirs à venir, c'est-à-dire de grands avantages, soit à ceux qui nous environnent, soit à la patrie entière. Et c'est proprement l'effet que doit naturellement produire dans toutes les nations la nouvelle méthode pour perfectionner la forme du gouvernement. Ainsi, nous touchons, pour ainsi dire, au commencement de l'âge d'or. Nous n'avons plus besoin pour y entrer que de quelques règnes sages dans nos États européens. Car l'Europe, une fois parvenue à cet âge d'or, à cette espèce de paradis sur la terre, y ferait un peu de temps entrer tous les autres peuples qui n'ont non plus que nous d'autres buts, d'autres intérêts que de diminuer leurs maux, d'augmenter leurs biens dans cette vie et de s'assurer par l'observation de la justice et par la pratique de la bienfaisance une vie future remplie de délices. Or, tels seront les effets admirables du nouveau plan général de gouvernement que les rois et les républiques peuvent facilement exécuter. Eh bien, je me sens dans une telle familiarité avec cet abbé de Saint-Pierre. Et je pense qu'il devait être heureux à écrire cela et d'être convaincu que l'humanité irait dans cet ordre, irait vers cette finalité. Et en cela, il tirait tout ça de la religion, puisque les religions ont déjà pensé aussi cela. Ils l'ont dit d'une autre manière, etc. Mais voilà, et ça, c'est une pure merveille. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Voilà ce qui viendra ensuite peut-être. Zola, l'Éden reconquis. Eh bien, c'est quand même quelque chose, ça. Même Zola est là-dedans. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et puis je vous souhaite une bonne continuation. À un autre petit moment. Au revoir.